Alors on est tous nostalgiques d'une maison qu'on a habitée. Et je pense que c'était le cas aussi pour notre ami Louis-René de Chateaubriand. Et voilà ce qu'il en a fait. Durant 4 mortels lieues, nous n'aperçûmes que des bruyères guirlandées de bois, des friches à peine écrêtées, des semailles de blé noir courts et pauvres, et d'indigentes avenières. Des charbonniers conduisaient des files de petits chevaux à crinière pendante et mêlée, des paysans à saillons de peau de bique marchaient à la queue d'une lourde charrue, comme des faunes labourant. Enfin, nous découvrîmes une vallée au fond de laquelle s'élevait, non loin d'un étang, la flèche de l'église d'une bourgade. À l'extrémité occidentale de cette bourgade, les tours d'un château féodal montaient dans les arbres d'une futaie éclairée par le soleil couchant. J'étais obligé de m'arrêter. Mon cœur battait au point de repousser la table sur laquelle j'écris. Les souvenirs qui se réveillent dans ma mémoire m'accablent de leur force et de leur multitude. Et pourtant, que sont-ils pour le reste du monde ? Descendus de la colline, nous guéâmes un ruisseau. Après avoir cheminé une demi-heure, nous quittâmes la grande route et la voiture roula au bord d'un quinconce dans une allée de charmilles dont les cimes s'entrelaçaient au-dessus de nos têtes. Je me souviens encore du moment où j'entrai sous cet ombrage et de la joie effrayée que j'éprouvais. En sortant de l'obscurité du bois, nous franchîmes une avant-cour plantée de noyers, attenante au jardin et à la maison du régisseur. De là, nous débouchâmes par une porte bâtie dans une cour de gazon appelée la cour verte. À droite étaient de longues écuries et un bouquet de marronniers. À gauche, un autre bouquet de marronniers. Au fond de la cour, dont le terrain s'élevait insensiblement, le château se montrait entre les deux groupes d'arbres. Sa triste et sévère façade présentait une courtine portant une galerie à machicoulis denticulée et couverte. Cette courtine liait ensemble 2 tours inégales en âge, en matériaux, en hauteur et en grosseur. Lesquelles tours se terminaient par des créneaux surmontés d'un toit pointu, comme un bonnet posé sur une couronne gothique. Quelques fenêtres grillées apparaissaient, çà et là, sur la nudité des murs. Un large perron raide et droit de 29 marches, sans rampe, sans garde-fou, remplaçait, sur les fossés comblés, l'ancien pont-levis. Il atteignait la porte du château, percée au milieu de la courtine. Au-dessus de cette porte, on voyait les armes des seigneurs de Combourg et les taillades à travers lesquelles sortaient jadis les bras et les chaînes du pont-levis. La voiture s'arrêta au pied du perron. Mon père vint au-devant de nous. La réunion de la famille adoucit si fort son humeur pour le moment qu'il nous fit la mine la plus gracieuse. Nous montâmes le perron. Nous pénétrâmes dans un vestibule sonore, à voûte ogive, et de ce vestibule dans une petite cour intérieure. De cette cour, nous entrâmes dans le bâtiment, regardant au midi sur l'étang et jointif des 2 petites tours. Le château entier avait la figure d'un char à 4 roues. Nous nous trouvâmes de plain-pied dans une salle jadis appelée la salle des gardes. Une fenêtre s'ouvrait à chacune de ses extrémités, 2 autres coupaient la ligne latérale. Pour agrandir ces 4 fenêtres, il avait fallu excaver des murs de 8 à 10 pieds d'épaisseur.
2 corridors à plan incliné, comme le corridor de la Grande Pyramide, partaient des 2 angles extérieurs de la salle et conduisaient aux 2 petites tours. Un escalier, serpentant dans l'une de ces tours, établissait des relations entre la salle des gardes et l'étage supérieur. Tel était le corps du logis. Celui de la façade de la grande et de la grosse tour, dominant le nord du côté de la cour verte, se composait d'une espèce de dortoir carré et sombre qui servait de cuisine. Il s'accroissait du vestibule, du perron et d'une chapelle. Au-dessus de ces pièces était le salon des archives, ou des armoiries, ou des oiseaux, ou des chevaliers, ainsi nommés d'un plafond semé d'écussons coloriés et d'oiseaux peints. Les embrasures des fenêtres étroites et tréflées étaient si profondes qu'elles formaient des cabinets autour desquels régnait un banc de granit. Mêlés à cela, dans les diverses parties de l'édifice, des passages et des escaliers secrets, des cachots et des donjons, un labyrinthe de galeries couvertes et découvertes, des souterrains murés dont les ramifications étaient inconnues. Partout, silence, obscurité et visage de pierre. Voilà le château de Combourg. Un souper servi dans la salle des gardes où je mangeai sans contrainte termina pour moi la première journée heureuse de ma vie. Le vrai bonheur coûte peu. S'il est cher, il n'est pas d'une bonne espèce. À peine fus-je réveillé le lendemain que j'allais visiter les dehors du château et célébrer mon avènement à la solitude. Le perron faisait face au nord-ouest. Quand on était assis sur le diazome de ce perron, on avait devant soi la cour verte et au-delà de cette cour, un potager étendu de 2 futaies. L'une à droite, le quinconce par lequel nous étions arrivés, s'appelait le Petit Mail, l'autre à gauche le Grand Mail. Celle-ci était un bois de chêne, de hêtres, de sycomores, d'ormes et de châtaigniers. Madame de Sévigné vantait de son temps ces vieux ombrages. Depuis cette époque, 140 années avaient été ajoutées à leur beauté. Du côté opposé, au midi et à l'est, le paysage offrait un tout autre tableau. Par les fenêtres de la grande salle, on apercevait les maisons confuses de Combourg, un étang, la chaussée de cet étang sur laquelle passait le grand chemin de Rennes, un moulin à eau, une prairie couverte de troupeaux de vaches et séparée de l'étang par la chaussée. Au bord de cette prairie s'allongeait un hameau dépendant d'un prieuré fondé en 1149 par Rivalon, seigneur de Combourg, et l'on voyait sa statue mortuaire couchée sur le dos en armure de chevalier. Depuis l'étang, le terrain, s'élevant par degrés, formait un amphithéâtre d'arbres, d'où sortaient des campaniles de villages et des tourelles de gentilhommières. Sur un dernier plan de l'horizon, entre l'Occident et le Midi, se profilaient les hauteurs de Becherel. Une terrasse bordée de grands buis taillés circulait au pied du château de ce côté, passait derrière les écuries et allait à divers replis rejoindre le jardin des bains qui communiquait au Grand Mail. Si, d'après cette trop longue description, un peintre prenait son crayon, produirait-il une esquisse ressemblant au château? Je ne le crois pas. Et cependant, ma mémoire voit l'objet comme s'il était devant mes yeux. Telle est, dans les choses matérielles, l'impuissance de la parole et la puissance du souvenir. En commençant à parler de Combourg, je chante les premiers couplets d'une complainte qui ne charmera que moi. Demandez au pâtre du Tyrol pourquoi il se plaît aux 3 ou 4 notes qu'il répète à ses chèvres, notes de montagne jetées d'écho en écho pour retentir au bord d'un torrent
du bord d'un torrent au bord opposé. Ma première apparition à Combourg fut de courte durée. 15 jours s'étaient à peine écoulés que je vis arriver l'abbé Porcher, principal du collège de Dole. On me remit entre ses mains, et je le suivis malgré mes pleurs. Pauvre Louis-René de Chateaubriand. Merci à lui pour cette description extraordinaire d'un lieu qui contient tant de nostalgie pour lui, et comme peut-être pour nous tous.